Thank you for the opportunity to be part of this conference. And it's a pleasure to welcome you virtually to Greater Manchester and to share some of the work that we've been doing. So to provide a brief snapshot of Greater Manchester, we're a city region of around 3 million people within the northwest of England and home to a very diverse population which speaks close to 200 different languages. And Greater Manchester also contains some of the most deprived and poorest neighbourhoods in the UK. But despite this, we have the second largest economy outside of London. I've been asked to share this afternoon some of our experiences in undertaking assessments and stocktakes of the resilience of our metropolitan area. Now, those of you who may previously have heard me discuss issues around assessing urban resilience will know that for me, the real test of a city's resilience is in how well it can cope with an emergency, in how well it not just survives, but hopefully thrives or builds back better after a shock. So in today's context, we should therefore look at how our work on urban resilience has helped and can help us to respond to the challenges of COVID-19. And Greater Manchester has been seriously impacted by COVID-19, with nearly 17,500 people who have tested positive for the disease, although this is likely to be an underestimate of the true spread, and nearly 2,900 people have died. But turning back to resilience, in Greater Manchester, this concept isn't new. We can trace the roots of this back to in our city's history for centuries, including to the bubonic plague of 1603, when it's recorded that over a quarter of Manchester's population died. But over the last decade and a half, there has been a renewed focus on resilience, and we've used a variety of tools to assess the city's current resilience. And that's also helped us to engage in national and international partnerships to learn from others, as well as to share our understanding. And it's also enabled us to help to draft British, European and international resilience standards and guidance. So to explore how we've assessed our resilience, the starting question might be, through what conceptual model are we understanding resilience within our city? And therefore, what are we measuring? So I tend to think about resilience through three frameworks. So one is the concept of shocks and stresses. An understanding of how shocks such as a flood or large urban fire and stresses such as deprivation or even traffic congestion interact to amplify challenges in the city. The second concept we use a lot is that of disaster risk as defined by the UN. So that's as a function of a hazard, natural or man-made, the vulnerability and the exposure of the population to that hazard, and finally the coping capacity of the city. And thirdly, resilience for us is about joining up different agendas in new ways across systems. It's about identifying those areas where collaboration can drive multiple benefits from a single investment, and where bringing together different stakeholders can generate powerful new perspectives and solutions. But our starting point in all of this has been to understand, what are we being resilient to? Why do we need to be resilient? And arguably, resilience is really difficult to understand unless we explore the emergencies and shocks to which our city might be exposed. And in Greater Manchester, we use a formal process to create this shared understanding of risk. It's conducted within a national framework that enables us to share information with nearby areas, recognising that shocks tend not to respect administrative boundaries. Many risks are identified nationally and then put into a local context, looking at health, social, economic and geographic factors that are particular to our area. We therefore produce an index of risks based on likelihood and impact. And for over a decade, pandemics have sat at the top of Greater Manchester's risk register. But in addition to this regular multi-stakeholder, multi-sectoral assessment of potential shocks, we've also used a variety of different tools and methodologies
to attempt to measure our city's internal resilience, both the assets that make us stronger and the stresses that may be exacerbated by shocks. So to describe three of those very briefly. The first of these tools, as demonstrated by Lisbon, is the UN Disaster Resilience Scorecard. It allows local governments to assess their disaster resilience within the context of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. And using a self-assessment methodology, it's structured around 10 essential activities that cities can invest in order to strengthen their resilience. And this process has allowed us to build a deeper and wider appreciation of resilience. It wasn't so much agreeing a numeric score that added value as having rich conversations to understand the issues. It also enabled us to engage with a wider variety of actors. For example, we strengthened our relationship with governance structures that have a responsibility for infrastructure and land use, which has in turn allowed us to influence work in these areas. International tools also add visibility to the resilience agenda in the city, and use of the Disaster Resilience Scorecard has added credibility to our area of work. The second tool I'd like to mention is inviting an independent peer review from another city, particularly one recognised as an international expert in urban resilience. So we therefore partnered with Amadora, which is coterminous with Lisbon, and Viggiano, both role model cities in the Making Cities Resilient programme, and along with the UN and University of Manchester, designed a city-to-city peer review tool. Again, based on the 10 essentials of the Disaster Resilience Scorecard, albeit we did add a public health module. And in 2017, we invited a peer review of our infrastructure resilience and of how we encourage recovery following emergencies. And the benefit of this type of assessment is that it offered a supportive challenge of our existing ways of working, bringing a very different perspective, together with a significant dose of city-to-city knowledge exchange. And it also provided us, crucially, with recommendations for taking future action. As a third approach to assessing our resilience, we partnered with 100 Resilient Cities, now the Global Resilient Cities Network, and used their methodology for developing a preliminary resilience assessment. This explored and set out the interrelationship between the shocks I've described earlier and stresses such as health inequalities, poverty, and dependence on specific sectors of the economy. Although many of these stresses were and are already the subject of concerted action by public bodies, as COVID-19 demonstrated, they can interact with shocks and exacerbate their impacts and consequences. And as part of this assessment, we completed the City Resilience Index, which is based on a combination of 156 qualitative and quantitative indicators. It's possibly quite a lot for a city to undertake. In addition, we also used a technique developed by 100 Resilient Cities to understand the contribution to strengthening resilience that many of our policies could make, mapping the actions anticipated by our policies against the City Resilience Framework. There's a range of benefits to this type of stock take, but in conclusion, I wanted to look at this through the lens of COVID-19, arguably the most pervasive shock of recent times, affecting the whole of society and all urban systems. So firstly, our work on baseline assessments with wide stakeholder engagement and awareness raising meant that COVID-19 was rapidly understood by our city as a shock that would ripple not just through our health systems, but would require sustained leadership across multiple areas of city policy. Secondly, the strategic engagement did not stop in leading the response, but also moved in parallel to start to understand how we might build back better and recover. And finally, we've nearly concluded a one-year resilience plan to support the city in living with COVID in the medium term. And we've mapped this against an early version of the
We've mapped an early version, of this against the city resilience framework mentioned earlier. Using the knowledge gained from resilience assessments, we've looked at those stresses that COVID-19 has shone a light on, reviewed each from a multi-stakeholder, multi-sectoral perspective that cuts across the silos we might usually have in place when working on thematic areas of public policy. And that's a lesson we've learned from our resilience baselining work. And we're informing this plan by talking to those parts of society most affected by COVID. So for me, resilience requires clear conceptual frameworks and robust proven processes. However, despite the importance of health checks on the city's resilience, urban resilience is not a set of indicators against which to measure progress, but it is an evolving living concept embedded in our communities and in our cities. Thank you very much. Merci beaucoup pour cet exposé très clair. Pardon. Nicolas, c'est à vous. Je vous laisse partager vos propres diapos si vous en avez. Donc, j'en profite pour vous préciser de quel point de vue je parle. Je m'appelle Nicolas Imbert et je dirige une ONG, Green Cross France et Territoires, qui a été créée en 1993 suite au Forum de Rio en 1992. Notre président, Mikhaïl Gorbatchev, était en charge de modérer les débats de la conférence de Rio 92. Je reviens sur la genèse de Green Cross France et Territoires. Green Cross créé en 1993 par Mikhaïl Gorbatchev suite à Rio 92 sur des réponses territoriales à des enjeux liés au dérèglement climatique et en travaillant sur ce qui intéresse le quotidien des populations, l'eau, le littoral, l'océan, l'alimentation, énergie, ville durable et territoire, économie circulaire, coopération et solidarité, avec un double fonctionnement qui est de travailler à la fois sur des projets concrets et sur des actions en fait de plaidoyer thématique qui se basent sur des projets concrets et une logique d'indépendance qui est en grande partie assurée et financée par le fait que nous soyons issus d'un financement privé et très souvent avec des personnes physiques qui sont mécènes et partenaires. Donc à peu près 250 experts contributeurs en France, 20 projets et plus de 10 000 personnes qui ont assisté à un événement de la part de Green Cross France et Territoires sur les 12 derniers mois. L'une des raisons pour lesquelles on a été très intéressé par le séminaire d'aujourd'hui et également extrêmement mobilisé, c'est que Green Cross a mis en place à partir de 2015 un programme de séminaire qui s'appelle « De la vulnérabilité à la résilience » et qui est à l'intention à la fois des acteurs de la gouvernance territoriale et des entreprises privées. Dans la mise en place de ce séminaire, on s'est rendu compte notamment que l'urgence d'agir avait été accélérée par les rapports du GIEC et en particulier par un rapport qui a eu un effet particulièrement important sur la prise en compte de la vulnérabilité des petits États et des territoires insulaires. C'est le rapport spécial du GIEC sur l'évolution du climat, la montée des eaux, les sécheresses et inondations qui est sorti en septembre 2019. Ça s'est inscrit dans un contexte où le rythme des conférences internationales, et vous le retrouvez sur ces quelques illustrations, a été un rythme sectoriel, avec un pas important franchi par la COP21 en 2015, mais une difficulté extrêmement forte à connecter l'intention d'agir et le besoin d'agir contre le dérèglement climatique et à les mettre en rapport avec les autres urgences. Il ne vous a pas échappé que la situation du Covid-19 a bouleversé tout ceci et que depuis mi-2019, nous avions aussi une perception notamment des territoires insulaires, qu'il s'agisse de l'Amazonie, qu'il s'agisse de l'Australie, qu'il s'agisse du Pacifique, je vais y revenir, et de la Californie, qui était beaucoup plus forte
Je vous encourage à aller rapidement, vous n'avez que 10 minutes, et faire les indicateurs, s'il vous plaît. J'y arrive, aggravée par des incendies et par des phénomènes climatiques extrêmes. En décembre 2019, Green Cross a été en Nouvelle-Calédonie et a mis en place en fait un programme de séminaire issu de notre méthodologie de la vulnérabilité à la résilience, où avec les élus, nous avons échangé sur les enjeux et en particulier via le prisme des objectifs de développement durable, sur les enjeux de santé environnementale et sur ce qu'il était possible de faire. C'est suite à la déclaration de c'est suite à ce séminaire que le Congrès de Nouvelle-Calédonie a décidé le 23 décembre 2019 et à l'unanimité de reconnaître l'état d'urgence climatique et environnementale. Et de la manière dont la reconnaissance a eu lieu, ça a été à la fois une manière d'infléchir et d'accélérer les politiques sectorielles, mais aussi de mettre en avant la mobilisation et la volonté citoyenne de co-construction, et enfin de montrer qu'il s'agissait non pas d'un supplément d'âme ou de quelque chose où on devait déjà résoudre la crise économique et travailler ensuite sur la crise environnementale, mais d'une interpénétration entre ces différents sujets. Et depuis cette reconnaissance de l'urgence climatique et environnementale, un plan d'action est en train d'être déterminé et sous forte contrainte. Ce qui a accéléré et ce qui a permis d'avancer sur ce plan d'action, c'est également la connexion entre des exemples sectoriels extrêmement particuliers et la manière de mettre en place une politique territoriale. Les îles Loyauté, par exemple, qui sont 4 îles dans le Pacifique, représentant ensemble 30 000 habitants sur une population de la Nouvelle-Calédonie de 300 000, ont un plan d'action sur l'année 2020 qui consiste à passer 100% en énergie renouvelable à la fin de l'année. Donc, on voit des échéances resserrées et des exemples territoriaux. Sur la transition alimentaire et la souveraineté alimentaire, de la même manière, on a des exemples territoriaux sur une échelle de temps courte à horizon de 2 à 5 ans. Ce qui est extrêmement intéressant aussi de mettre en avant sur les enjeux outre-mer et dans les petites îles du Pacifique comme Fidji, au-delà des outre-mer français, c'est cette capacité également extrêmement forte à connecter la santé environnementale, le bien-être des populations aux enjeux de résilience globale et de résilience territoriale. Et enfin, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'avant de passer dans une logique d'urbanisation des indicateurs qui sont très souvent issus et cascadés des objectifs de développement durable, il était intéressant d'avoir en fait un séminaire qui porte l'ensemble des élus, et particulièrement dans une logique où ils viennent d'être élus, où ils sont en train de commencer leur mandat, à la même perception sur les différents enjeux et sur les grandes thématiques. Et que pour que ce séminaire soit réussi, il fallait également connecter les élus, les entrepreneurs et les faiseurs du territoire, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'artisanat, mais également le secteur informel joue un rôle particulièrement important de ce côté, et les élus peuvent être accompagnés par leur direction générale des services dans cet exercice. Nous avons pour ceci conçu un modèle d'intervention qui reprend en fait la dynamique des batteries d'indicateurs et de remontée d'informations avec 4 étapes. Insister sur l'urgence climatique et environnementale, être particulièrement opérationnel et montrer autour de ceci que les réponses à la crise sanitaire issue du Covid-21, les réponses à la crise économique sont les mêmes que celles d'une transformation climatique et environnementale réussie, identifier les vulnérabilités sur un territoire avec des outils comme ceci de cartographie qui sont les toiles qui sont particulièrement actives et opérationnelles, des villes relativement proches de nous comme la communauté urbaine de Dunkerque sont très en avance sur cette question de cartographie du territoire et c'est ces méthodologies qui ont été jugées inspirantes à l'échelle mondiale. Ensuite, concernant les principes directeurs pour l'adaptation, l'atténuation et la résilience,
Les objectifs du développement durable sont particulièrement utiles et en deçà des objectifs, les cibles telles qu'elles ont été définies par les Nations Unies fournissent un cadre d'interprétation assez pertinent. Encore faut-il l'expliquer et connecter les politiques territoriales objectifs du développement durable par objectifs du développement durable. On s'est rendu compte dans ce domaine que les anglo-saxons, je pense à Fidji, je pense également à la Grande-Bretagne et à un certain nombre de territoires sous influence de la Grande-Bretagne, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, avaient dans la mise en place de ces indicateurs et de ces cibles un cran d'avance particulièrement important sur les pays francophones. Donc, il y a quelque chose qui doit aussi nous alerter pour définir, peut-être avec le PNUE, peut-être avec d'autres structures, des éléments de méthodologie structurée. Et surtout, on s'est rendu compte de l'importance d'avoir des retours d'expérience et des études de cas qui soient particulièrement ciblés. Et j'en terminerai sur ce sujet. Green Cross avait fait un premier travail sur les enjeux environnementaux en Nouvelle-Calédonie en 2014. Nous sommes revenus avec le deuxième travail en 2019, dont la première étape a été de reconnaître l'état d'urgence climatique et environnementale et qui était beaucoup plus opérationnel et beaucoup plus rapide dans son mode d'action que ce qui avait été fait en 2014. En se disant, nous n'avons plus le temps, nous sommes dans une logique d'inflexion et d'évaluation des politiques publiques et territoriales. Il y a des outils, et en particulier les projets territoires d'innovation et plus généralement tout ce qui est issu du grand emprunt, qui permet via la Caisse des dépôts de mobiliser directement les moyens pour aller plus loin. 6 domaines prioritaires pour les sectoriels d'intervention: alimentation et agriculture, efficacité énergétique et énergie renouvelable, habitat et mobilité durable, gestion des déchets et économie circulaire, et surtout une importance accrue de la coopération régionale pour avancer plus vite. C'était très vrai avant le Covid. Dans cette batterie d'exemples et de retours d'expérience du Pacifique, maintenant que les échanges de personnes sont rendus beaucoup plus difficiles entre la zone Pacifique et le reste du monde, c'est encore plus vrai et encore plus urgent. Je terminerai sur un dernier exemple qui est celui de l'évolution du tourisme. Il y aura un avant et un après Covid, mais pour les économies insulaires et pour les petites économies, le tourisme est souvent une ressource essentielle avec un poids économique de 15 à 30% du PIB. Et c'est en arrivant à mobiliser ces ressources et à être sur un tourisme durable tout au long de l'année que nous pouvons concilier les enjeux de développement humain avec les enjeux de résilience. Je comprends que le temps est compté. Je n'insisterai pas aussi sur l'interconnexion entre les droits humains et les enjeux environnementaux, sur la nécessité de mettre tous les savoirs traditionnels et sciences au service des projets de résilience, mais je terminerai en disant que c'est une démarche sur laquelle le dialogue parties prenantes à toutes les étapes est plus que jamais essentiel et sur lequel on s'est rendu compte sur les 20 et quelques années de déploiement des travaux de Green Cross et les 5 ans où on déploie cette méthodologie de la vulnérabilité à la résilience, que ce qui est plus que jamais important, c'est aussi d'avoir une zone et un espace de partage d'expériences entre les différents porteurs de projets pour connecter politique, initiatives territoriales et porteurs de projets. Merci de votre attention et félicitations aux organisateurs pour ces 3 jours de séminaire sur un sujet absolument essentiel. Vous l'avez compris, du côté de Green Cross, on considère qu'il y a énormément à faire en travaillant plus en profondeur et plus de manière collaborative les objectifs de développement durable. Merci Nicolas. Et maintenant, nous allons écouter Philippine Delattre pour les Greniers de l'Abondance, qui va nous parler de la résilience alimentaire des territoires et j'espère insister sur la question des indicateurs qui est quand même le centre de notre conférence aujourd'hui. Merci. Donc, je suis Philippine Delattre, ingénieure en agronomie et bénévole au sein de l'association Les Greniers d'Abondance. Les Greniers d'Abondance, c'est une association qui œuvre pour la promotion de la résilience alimentaire.
et plus précisément au travers de travaux de recherche. C'est une jeune association parce qu'elle a été créée il y a 2 ans et elle compte environ une centaine d'adhérents et une quarantaine de bénévoles actifs. Initialement, l'association a été créée autour d'un projet de recherche-action financé par l'ADEME et l'Université de Lyon et en collaboration avec d'autres bureaux, d'autres institutions et également le territoire du Grand Angoulême en tant que territoire pilote sur la résilience alimentaire. Du coup, sur la diapositive suivante, on peut voir le guide vers la résilience alimentaire, faire face aux menaces globales à l'échelle des territoires. C'est du coup le travail auquel on a abouti après 1 an et demi de travail collaboratif. En fait, ce qui est inédit dans ce rapport, c'est que c'est le premier rapport qui présente de manière scientifique et exhaustive l'ensemble des menaces qui pèsent sur le système alimentaire. Et également, il propose dans un second temps des voies de résilience à prendre en compte pour construire des politiques alimentaires résilientes en matière d'alimentation. Sur ces voies de résilience, l'intérêt, c'est qu'elles balayent l'ensemble des maillons du système alimentaire. Donc, comme on peut le voir sur la diapositive suivante, où on part vraiment sur tout ce qui est partie amont de l'agriculture, donc à la fois les politiques foncières, mais également les besoins agricoles comme les besoins en eau, en outillage ou en semences, toute la partie production agricole, ensuite transformation et distribution, et après toute la partie alimentation, gestion des déchets et également gouvernance alimentaire au niveau du territoire. Donc sur la merci. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, les objectifs de l'association, c'est d'avoir vraiment ce pôle recherche qui ont permis d'aboutir après 1 an et demi à ce rapport. Et aujourd'hui, on continue la recherche avec notamment le développement d'outils de diagnostic que je vais vous présenter juste après. Et en fait, on a également 2 autres objectifs qui sont la communication et l'accompagnement des parties prenantes afin de maximiser les travaux de recherche qui ont déjà été effectués. Donc, sur la diapositive suivante, je vais vous présenter le premier outil de diagnostic. Donc, il faut savoir que ces outils avant sont en cours de développement. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est pas finalisé. Et c'est également des outils qui ont été développés bénévolement. Donc, le premier outil, c'est un calculateur de résilience alimentaire. L'objectif de cet outil, c'est que n'importe qui, donc aussi bien des citoyens que des décideurs publics, pourront accéder en ligne à une plateforme qui leur permettront d'avoir un premier aperçu du niveau de résilience alimentaire de son territoire. Pour vous montrer plus concrètement comment ça se présente, sur la diapositive suivante, on voit du coup l'entrée de l'outil, donc qui s'appelle Cratère, où on peut entrer le nom de sa commune ou le code postal. Et donc une fois que cette information est entrée, on arrive sur du coup la diapositive suivante, qui est une feuille de synthèse qui se présente sous forme d'abord d'un premier radar avec 3 axes qui correspondent chacun à une composante du système alimentaire. Aujourd'hui, on n'en a que 3, mais l'objectif, c'est d'aller vers l'ensemble des composantes qu'on a identifiées dans le guide que je vous ai présenté tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, à ce stade, comme composante alimentaire, on a la politique foncière, la population agricole et les modes de production. Et en fait, à droite du graphique, on a à chaque fois on a la note précisée au niveau du territoire et également une petite phrase de synthèse qui résume où en est le territoire au niveau de cette composante du système alimentaire. Là, je vous ai pris l'exemple de là où je suis en ce moment, donc à Saint-Dolay dans le Morbihan en Bretagne. Et en fait, la manière dont est construite le radar, c'est que vous avez le triangle au centre qui représente la moyenne française, du coup, les notes ont été pondérées pour faire en sorte que la moyenne française soit toujours située à une note de 5. Donc, l'objectif de ça, c'était d'avoir vraiment une vision plutôt de se comparer à la France plutôt que viser un objectif optimal, ce qui était compliqué pour nous de définir. Donc là, on voit que le territoire où je suis, qui est un territoire plutôt agricole, on voit que voilà, par rapport à la moyenne française, c'est un territoire qui se porte plutôt bien en matière de résilience alimentaire. Ensuite,
la manière dont présenter cet outil, c'est qu'on peut voilà, aller dans chaque composante du système alimentaire pour voir plus en détail comment est construit la notation qu'on a faite. Pour, du coup, ouais, vous pouvez rester sur la diapositive, ouais, d'après celle-ci, très bien. Du coup, on voit comment le score a été construit. Donc, dans le cadre là, des modes de production, on est resté sur on s'est basé uniquement sur le score HVN, qui est du coup, un score développé par le cabinet d'études Solagro. Et voilà, sur les autres composantes du système alimentaire, là, on se base aussi à chaque fois sur d'autres bases de données. Donc voilà, donc on précise dans un premier temps comment est construite la notation qu'on a faite. Dans un deuxième temps, on donne d'autres chiffres clés à l'échelle nationale. Donc ici, on a donné la part de la surface agricole utile française en agriculture biologique. Et dans un troisième temps, on identifie pour ce territoire quels sont les leviers d'action intéressants à mobiliser rapidement parce qu'ils font apparemment défaut au niveau de ce territoire. Et donc, chaque levier d'action ensuite renvoie à certaines parties du guide et donne des pistes d'action du coup pour les collectivités pour mettre cela en place. Alors, ce qu'il faut savoir avec cet outil, du coup, comme vous le voyez, c'est vraiment ça va pas jusqu'au diagnostic, c'est plutôt ce qu'on appellerait un pré-diagnostic, et en fait qui permettrait d'avoir une première vue d'ensemble pour se donner une idée avec quelques chiffres clés de voir où en est son territoire. Et donc là, la deuxième outil qu'on est en train de développer, c'est le plan d'action, donc là, qui est une méthodologie plus poussée et qui est développée donc en partenariat avec l'agglomération du Grand Angoulême, pour vraiment, lorsqu'une collectivité souhaite mettre en place des politiques alimentaires plus ambitieuses en matière de résilience, lui donner une trame et un guide pour mettre ça en place. Donc aujourd'hui, ça se présente sous forme d'Excel, voilà, sur cette diapositive. Donc là, c'est sur la première page, on a la partie introduction et méthodologie qui présente l'outil. Et ensuite, là, ce que je vous ai mis la bande en rouge, en fait, on voit qu'on a une première partie où on rappelle les contextes et enjeux du territoire. Et ensuite, on va avoir 12 onglets qui correspondent à chacune des 11 voies de résilience alimentaire identifiées par le guide, et en plus un onglet sur la gouvernance. Et donc ensuite, tous ces onglets vont se présenter de la même manière. Donc on va voir sur cette diapositive, où donc on arrive sur un cadre où, dans un premier temps, on va rappeler en quoi cette composante du système alimentaire, cette voie de résilience, et quel lien elle a avec la résilience alimentaire. Ensuite, dans un deuxième temps, on a un petit état des lieux général qui serait plus à faire à la fin, une fois qu'on a complété cette fiche. Sur la partie indicateurs, là, c'est ce qu'on est en train de développer avec le Grand Angoulême, c'est essayer de trouver des indicateurs pertinents pour à la fois dresser un état des lieux, mais aussi pour faire un suivi et voir si les actions qu'on mène ont bien du coup évolue dans le temps grâce à ce qui est mis en place. Et dans un troisième temps, on a les leviers d'action, où là, on a identifié par thème. Donc ici, là, on est sur la voie de résilience, augmenter la population agricole. Donc les thèmes qu'on a identifiés, ça va être les enjeux, plutôt, ce qu'on peut appeler aussi enjeux, ça va être la reprise, l'installation et également les espaces tests agricoles. Ce que je vous ai mis ensuite en bleu, c'est des exemples. Mais voilà, l'idée, c'est que cette trame, elle puisse servir de guide pour les collectivités, pour qu'elles n'oublient en fait, aucun maillon du système alimentaire et que la manière dont elles réfléchissent leur politique alimentaire soit faite de manière systémique. Voilà, du coup, à peu près pour cet outil que voilà, je vous ai présenté brièvement. Alors, il faut savoir que les deux outils que je vous ai présentés, le calculateur de résilience alimentaire Cratère et ce plan d'action, sont en cours de développement. On espère vous les proposer en libre accès d'ici l'automne, voire d'ici fin de cette année. Et voilà, et c'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter là dans cette présentation.
Merci beaucoup, Philippine, pour cette présentation très claire et extrêmement intéressante. Je voudrais remercier d'abord nos trois intervenants et pendant que Margot et Simon récupèrent les différentes questions du public, j'aurais moi une ou deux questions à vous poser, qui partent d'abord d'une remarque à vous entendre, Philippine, et aussi en entendant ce que nous ont dit, comment dire, les personnes que nous avons pu voir au cours des séminaires de préparation, la notion d'indicateurs tels qu'on les utilise habituellement, par exemple, dans le domaine économique et dans les entreprises, ne semble pas être la meilleure approche pour les questions de résilience. Et vous nous avez montré ici quelque chose qui est une combinaison d'outils de diagnostic des vulnérabilités et puis la recherche de leviers d'action pour construire en fait des politiques et avoir des cibles politiques. C'est ce que j'ai compris pour le Greater Manchester et c'est ce que je vois que vous êtes également en train de mettre au point donc avec votre calculateur de résilience alimentaire. Alors la question que je voudrais vous poser à tous les trois, c'est ce type d'approche différente des indicateurs classiques, est-ce que ça rencontre une bonne acceptation du côté des politiques? Oui, du coup, je peux peut-être commencer, si vous voulez, à intervenir. Allez-y, oui. Question. Nous, en tout cas, ce qu'on voit au niveau du politique, c'est que l'atout, en fait, vraiment de la résilience alimentaire, c'est que c'est un sujet qui n'est pas clivant. Et du coup, surtout au niveau des questions d'alimentation, on peut retrouver ce clivage au niveau notamment du conventionnel et du bio. C'est vrai que la porte d'entrée de la résilience alimentaire, ça permet de vraiment fédérer les acteurs. Donc, en tout cas, les retours qu'on a aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment testé l'outil de manière au grand public, mais en tout cas, de manière informelle, lorsqu'on a présenté cet outil, ça reçoit un bon accueil et souvent les acteurs sont intéressés d'avoir cette vision peut-être plus globale, ou en tout cas, ils se comparent un petit peu à la moyenne française, de savoir où est-ce qu'ils en sont. D'accord. Cathy, peut-être? Of indicators, it's quite complex because it takes a lot of resource to actually complete some of the baseline assessments. So some of the assessments that have multiple indicators, actually there's quite an investment from the city in order to complete that sort of work. And then you face the challenge really of saying, how will that help us? And sometimes, because this is a new field, that's quite difficult to answer. And ours has come through a lot of the outcomes that they're there, but they're slightly intangible. They're things like the relationships formed, the embedding of the thinking in the way we do things. They're about conversations, they're about looking at policy areas differently. And when you can start to demonstrate those outcomes, it's actually really helpful to people. So I think the indicators, the work we've done has been well received. It's been incredibly useful, but it's not without its challenges. Ma question portait sur le fait que c'est un travail très long, très structuré, très difficile, comme vous le dites bien, et que du coup, d'un point de vue de la communication politique, c'est pas du tout facile à utiliser. Et ce que nous avons entendu aussi dans les séminaires préparatoires à cette conférence, c'est que la question de la lisibilité politique et de la capacité de vendre les politiques est un aspect essentiel qui permet ou non, selon qu'il a pu être pris en compte, à ces politiques de résilience de se mettre en place. Il faut un courage politique absolument considérable pour mettre en place ces politiques sans être capable de donner une explication simple. Et alors, comment avez-vous réussi à faire accepter ce type de politique ?
Nicolas Imbert, je voudrais là-dessus apporter un témoignage et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté dans mon propos sur la reconnaissance de l'état d'urgence climatique et environnementale à l'unanimité par l'Assemblée de Nouvelle-Calédonie avant toute action d'envergure. C'est-à-dire que extrêmement souvent, quand on fait des indicateurs supplémentaires ou qu'on met en place des outils supplémentaires, ça n'est pas dans les mêmes organes de gouvernance d'un territoire que la politique habituelle. Et c'est vécu comme une politique supplémentaire. J'ai beaucoup apprécié dans le propos de Philippine le fait que quand on passe à la résilience alimentaire et on constate exactement la même chose, c'est vécu comme un outil sur lequel la collectivité et la gouvernance publique doivent faire plus sur une politique déjà existante. Et donc, si on arrive à travailler, c'est le prisme qui a été le nôtre, l'urgence à agir et le risque à ne pas agir vis-à-vis des politiques existantes sur des questions de résilience environnementale, de résilience énergétique, de résilience du littoral, résilience santé, résilience alimentation, ça permet d'infléchir des politiques déjà existantes et des indicateurs associés. Maintenant, on se rend compte aussi qu'on a une information très faible en termes de données actualisées et géographiques. Je cite un seul exemple. La France s'est fait condamner par le Conseil d'État pour la mauvaise qualité de l'air et le non-respect des critères de l'OMS sur la qualité de l'air. Pourtant, un préfet, un sous-préfet ou un maire ne sait pas forcément la part qui lui revient sur son territoire et sur lequel il doit chercher des solutions. Et c'est là où les outils de cartographie comme l'étoile vont être des outils très précis parce qu'ils vont associer des données du big data à des indicateurs qui sont ceux des politiques traditionnelles sur les schémas traditionnels. Donc, on n'ajoute pas de nouveaux cockpits et de nouveaux tableaux de bord, mais on met en valeur les enjeux de résilience, notamment environnementale, dans l'existant. Oui, mais par exemple, dans le Greater Manchester, on a une table d'indicateurs avec 156 indicateurs. C'est bien ça, Cathy. Et donc, comment est-ce qu'on réussit à faire accepter des outils aussi complexes à des gens dont la réélection se joue à court terme sur souvent des descriptions politiques simples? So I think this has been a real challenge. We've been working on resilience for a long time. And so that helps because we have a body of data and some conceptual understanding in the city. I think it's when emergencies, we've had flooding, obviously we've had the terrorist attack in 2017, we've now got COVID-19, and when you face these sorts of challenges, that's when the resilience work really comes to the fore and you can really show the benefit that it adds in. So I think our challenge has been that sometimes resilience becomes conflated with multiple existing areas of policy. So there's already public policy around transport, around air pollution, around environment. And for us, they're all the stresses. And that's why I went back to the original question, which was, what are we trying to be resilient to? And that's why we spend time understanding the shocks, because otherwise it is difficult to sell in the resilience agenda because you're simply repeating many, many areas of existing public policy. But when you can show how they all link together and poverty, health inequalities, lack of food resilience, all of those become really important in an emergency, then it is easier to sell in and to get the resource to do the assessments. Thank you. Oui, je pense que je pouvais rebondir sur ce que disait Cathy sur l'importance de montrer à quel point les problématiques au niveau d'un territoire sont interconnectées. Et je pense qu'au niveau de l'association Les Grenouilles d'Abondance, c'est ce qu'on essaye de faire comprendre aussi aux citoyens. C'est pour ça que dans notre action, on essaye également de sensibiliser et de communiquer sur ces enjeux afin de faire prendre conscience aussi aux citoyens que
de comprendre les enjeux systémiques de tout ce qui touche autour de la résilience. Et donc, au niveau de l'alimentation, c'est une porte d'entrée qui est peut-être assez, en tout cas, accessible pour des citoyens de bien comprendre toutes les dépendances. Et donc voilà, donc nous, c'est ce qu'on pense pour les décideurs publics, comment est-ce qu'ils peuvent ensuite vendre un programme, enfin se faire réélire plutôt. C'est vraiment de montrer la cohérence de leur politique. Et du coup, c'est ce qu'on essaye d'apporter, en tout cas avec les outils qu'on propose, c'est d'apporter une cohérence et une réflexion qui est vraiment sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on observe au niveau des programmes politiques en matière d'alimentation, c'est qu'on va être beaucoup sur des actions concrètes où les collectivités ont vraiment la main sur les actions, comme par exemple mettre en place des espaces tests agricoles, ou alors répondre à la loi Egalim en mettant plus de bio et de local dans la commande publique. Mais il y a plein d'autres actions qui ne sont pas encore explorées, et du coup avoir vraiment un fil conducteur, ça permettrait vraiment d'avoir en tout cas un programme politique plus lisible. On a une question dans le chat des spectateurs. Je pense qu'elle est adressée à Philippine. Est-ce que tu peux nous indiquer à quelle fréquence et comment ces indicateurs sont amenés à être mis à jour, s'il te plaît? Oui, alors du coup, pour le premier indicateur, le cratère, qui est le calculateur en ligne de résilience alimentaire, là, on est sur des bases de données externes, donc comme l'INSEE ou du coup, là, comme j'avais montré, l'indicateur de Solagro. Donc, c'est des indicateurs justement qui ne dépendent pas de nous, mais au moins, on est sûr de leur fiabilité et du fait qu'ils soient mis à jour. Mais voilà, donc après, la mise à jour ne dépend pas de nous. C'est pour ça qu'on parle bien de pré-diagnostic et absolument pas de diagnostic, parce que c'est pour donner une première vue d'ensemble sur son territoire. Ensuite, il est à charge du territoire d'approfondir ces indicateurs et d'aller plus loin vraiment dans le diagnostic. Mais en tout cas, ça donne une vision d'ensemble à la fois pour les décideurs publics et pour les citoyens. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, juste pour être sûr d'avoir bien compris la réponse. Donc, quand Solagro met à jour ces chiffres, est-ce qu'ils sont mis à jour automatiquement dans l'application Cratère? Oui, ou c'est est-ce ça. que... D'accord, c'est pas à la commune d'aller chercher les nouveaux chiffres qui la concernent? Non, d'accord, très bien. On a d'autres questions dans le chat. Alors, laquelle est-ce que tu avais sélectionnée, Simon? Comme les soirées électorales. Ah oui, il y avait une question pour tous les intervenants. Quelqu'un voulait savoir si vous utilisez des indicateurs participatifs. Oui, alors du coup, en tout cas, nous, de notre côté, on n'utilise pas d'indicateurs participatifs. Après, en tout cas, avec le Grand Angoulême, c'est une piste qu'on explore, notamment sur le volet alimentation des citoyens, de peut-être mettre en place, dans le cadre d'un événement qui est déjà mis en place par le Grand Angoulême, de mettre en place un questionnaire auprès des citoyens pour faire remonter de l'information pendant cet événement. Mais ce n'est pas quelque chose du tout qui, en tout cas, serait proposé dans le cadre de l'outil général qu'on offrirait. Oui, c'est une autre direction par rapport à celle des bases de données qui se mettent à jour toutes seules. Oui, c'est ça. Nicolas Humbert, Oui. vous m'aviez parlé d'une méthode vraiment participative, guidée par Green Cross avec les acteurs du territoire qui font appel à vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce côté participatif de votre méthodologie? C'est quelque chose qui pour nous est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'autour du diagnostic et du consensus sur l'urgence d'agir, on va avoir des groupes de citoyens qui viennent eux-mêmes avec leurs propres revendications, leurs questions, etc. Et on ouvre également par des consultations le débat, à la fois à des groupes de citoyens ou à des groupes socioprofessionnels sur des sujets particuliers. Donc tout à l'heure, je disais que notre prisme de départ est focalisé sur les objectifs de développement durable. Et au sein des 17 ODD,
on s'assure de couvrir les thématiques sectorielles plus traditionnelles, eau, littoral et océan, alimentation, transition énergétique, ville durable, économie circulaire et tout ce qui est coopération, solidarité, vie sociale et culturelle. Je n'ai pas parlé de cet exemple-là, mais il y a un autre exemple que je voulais citer, c'est que dans la sortie du Covid-19 et les enjeux de reconstruction territoriale post-Covid, la communauté urbaine de Dunkerque a décidé de faire une consultation du public et par rapport à cette consultation du public, à la fois une représentation et une consolidation des pistes, des axes de travail, des chantiers de réflexion et des indicateurs de succès associés. Et par cette dynamique-là, on se rend souvent compte qu'on a une très bonne effectivité des politiques publiques parce qu'on va aller sur des lieux qu'on n'imaginait pas, ou on va aller chercher des modes d'action qu'on n'imaginait pas. Je pense à un exemple très bête, mais reconstruire du lien social en ayant des crieurs de rue qui sont dans l'échange et dans le dialogue avec le public sur les enjeux de l'urgence environnementale, c'est à la fois une manière de remplacer de la communication unidirectionnelle par une communication à double sens et de voir comment avancer, d'avoir des points postaux, des commerces de proximité qui sont aussi des acteurs d'information et à la fois qui ont des baromètres très simples sur l'action en termes de résilience et des orientations et des kits pédagogiques, ça peut être un outil qui est un outil très puissant. Et pour revenir sur la question des indicateurs… Par exemple, ces commerçants, quel type d'indicateurs ont-ils, ces baromètres? Enfin, encore une fois, on est vraiment en train de retravailler sur l'urgence d'agir et sur des outils qui sont pédagogiques par rapport à cette urgence et à cet enjeu. Donc, on va avoir à la fois un baromètre sectoriel de haut niveau en disant alimentation, il y a X initiatives qui ont émergé les 3 derniers mois. Il y en a peut-être un tiers ou un quart qui ont été des initiatives citoyennes ou qui ont fait l'objet d'un débat citoyen. Ça a permis 2-3 éléments. Ces éléments venaient en support de tels objectifs du développement durable et ça s'inscrivait dans une politique sectorielle. Mais plutôt que de rajouter un nouveau schéma d'indicateurs en plus du reste, ça s'inscrit à chaque fois dans les actions et dans la communication du territoire vis-à-vis de ses administrés. Et c'est pour nous quelque chose d'essentiel à garder. Et d'ailleurs, je rebondis sur 2 éléments qui ont été cités jusqu'à maintenant. C'est que l'une des raisons de procéder comme ceci, c'est que ça nous permet de répondre aux enjeux et aux difficultés pour avoir des indicateurs territorialisés, pertinents et mis à jour en temps réel, et qu'on se rend compte que c'est une méthodologie qui, hormis l'initiative de Paris autour de la ville du quart d'heure, qui la rend facile à appliquer sur une métropole, et une méthodologie qui est particulièrement bien adaptée pour des territoires à taille humaine, des petites villes, des îles, des villes moyennes jusqu'à 300 ou 400 000 habitants, et qu'ensuite, il y aura d'autres méthodologies et d'autres modes de fonctionnement pour les métropoles. Merci. Alors, moi, j'aurais quelques interrogations par rapport à chacune des 3 présentations. La première, sur ces questions d'indicateurs, Cathy, vous avez indiqué que c'est très important pour vous les questions d'échange entre villes. C'est ce que vous avez dit, city-to-city exchange. Or, on sait très bien que finalement, sur ces questions d'indicateurs d'accompagnement ou des indicateurs d'évaluation, le côté local, le côté contextuel est fondamental. Alors, j'aimerais bien savoir comment vous avez pu capitaliser sur ces échanges entre les villes. Or, les indicateurs sont très tournés souvent par rapport à un contexte local. Par rapport à Nicolas, alors vous avez mis le doigt sur une question qui intrigue beaucoup les chercheurs. C'est le titre de votre séminaire, qui est le passage de la vulnérabilité à la résilience. Dans l'ingénierie de la résilience, on sait très bien faire l'évaluation de la vulnérabilité.
Ça veut dire la vulnérabilité des réseaux d'assainissement, la vulnérabilité des réseaux urbains en général. On arrive à la faire avec des études. Et vous avez cité tout à l'heure la ville de Paris. Là, il y a un tableau de bord pour suivre les questions de la vulnérabilité. J'aimerais bien vous entendre sur comment vous passez à la résilience, qui est vraiment une problématique, je dirais, pas plus contemporaine, mais beaucoup plus complexe et beaucoup plus multiscalaire, multidisciplinaire. Et vous avez répondu indirectement parce que vous mettez souvent les usagers, les commerçants, les humains au cœur du dispositif. Alors ça, c'est vraiment fondamental pour nous dans nos séminaires, pour dire on est sur la résilience, on n'est pas vraiment sur la vulnérabilité, ni la vulnérabilité des infrastructures, ni la vulnérabilité des territoires eux-mêmes. Et troisième question, c'est pour Philippine. En fait, j'ai du mal avec un point, c'est que vos indicateurs, mais peut-être c'est une incompréhension de ma part, c'est l'indicateur que vous avez commencé à utiliser, c'est haute valeur naturelle. Et le lien entre la haute valeur naturelle et la valeur alimentaire. Et j'aimerais bien, si vous pouvez juste me l'expliquer rapidement pour que je puisse voir le lien. Et deuxième chose, je trouvais ça astucieux de dire finalement, on ne va pas faire de l'évaluation par des indicateurs à valeur absolue, on fait en relatif par rapport à la moyenne française. Mais derrière tout ça, quand même, il y a une question d'échelle. Finalement, on a l'impression que vous êtes dans une démarche qui est un peu fermée sur la ville pour identifier, pour faire son diagnostic. Or, finalement, ces questions alimentaires ne sont pas uniquement liées à la ville elle-même ou au territoire lui-même. Comment vous articulez ça sur cette question de géographie, du question spatiale, on va dire? Est-ce qu'on commence peut-être par la première question qui était pour Cathy? Oui, voilà. J'étais trop long. Thank you very much. So I think in answering the question, I want to say that you have to start by thinking about the purpose of the indicators. And in one sense, they provide an evidence base for policy. They're one of the tools that the city has available to it to develop an understanding of where it's at and where it might go. And at the end of the day, you're trying to drive outcomes and actions that will support communities to be more resilient. So when we're working with other cities, I think the indicators that we've used enable a shared conversation. So they enable us to have a structured conversation that comes from a shared understanding of what we mean by resilience in that context. And the value of discussing with other cities comes in the differences between us. So sometimes when you're doing a self-assessment, and it might be with lots of different stakeholders, it might be across different private and public sectors, you might be engaging the public in consultation or seeking their views. But to a certain extent, you tend to do it within the same frame of reference. Whereas if you're talking to, we found when we've worked with cities internationally, because the context is very different, it sparks ideas. And sometimes by actually seeing how other cities approach some of the issues and looking at their evidence base, at their practices, we come back and go, we'd like to do something similar. And so by talking to other cities, we get new ideas, we get recommendations, new perspectives. And through that, we find that we build more resilience. And just one other point is, because I will always come back to what are we trying to be resilient to, whether it's floods or droughts or Greater Manchester, it's not sea level rise. But each city, hopefully, only experiences a lot of these shocks and emergencies infrequently. So you might only have a major flood, hopefully, perhaps every decade, every 2 decades. So the learning that you can gain from another city who's had that experience and can throw up considerations or interdependencies that you didn't experience last time you had a flood. That's hugely valuable to learn from one another. So I think for me, the city to city
liaison and knowledge exchange, it drives innovation and it drives action actually. Cela me fait penser que Manchester et l'Université de Manchester avaient participé à un projet de recherche dans lequel l'EIVP était impliqué, et moi également à ce moment-là, sur l'adaptation des villes au changement climatique. Et dans ce cadre-là, peut-être que ça en intéressera certains d'entre vous, l'Université de Manchester notamment, et d'autres partenaires de projet, avaient développé une typologie des risques climatiques à l'échelle de l'Europe, et donc territoire par territoire, le plus finement possible avec les données disponibles de la part de l'Union européenne, les villes ou autres territoires pouvaient identifier les autres endroits qui partageaient les mêmes types de risques liés à l'évolution du climat. Donc ça ne couvre pas évidemment d'autres sujets, mais c'est un début pour trouver des territoires qui ont le même profil de risque climatique, et ensuite à chacun de trouver parmi ceux avec qui on partage déjà ce point commun, de trouver les villes ou communes villes ou territoires qui partagent d'autres critères qui nous semblent importants, comme le nombre d'habitants ou autres. J'avais une autre question pour Cathy, avant peut-être que Philippine réponde à la question précédente de Youssef. Cathy, vous avez appliqué à Manchester plusieurs méthodologies qui semblent toutes assez intéressantes. Est-ce que peut-être vous pourriez aider à orienter les représentants de villes qui participent à ce colloque en leur indiquant quels outils ont été les plus utiles par rapport à quel objectif ou quel moyen disponible? So I think the way we've looked at this, we have been on a journey, and I think it helps to understand the maturity of the city and how much work they've done on resilience. So we started with the UNDRR Making Cities Resilient 10 Essentials, and that was really helpful for us, and that's because the background we were coming at this from was from the perspective of disasters, shocks, emergencies. And so that really helped us to expand out our thinking. Something like the City Resilience Framework through the Global Resilient Cities Network is a much more holistic and in some ways has a considerable number of indicators with it. And I think my recommendation would be to sort of think about where the city's starting point is, where it wants to get to, what outcomes it's looking to gain, and then look across the baseline assessments that you can do to see which looks to be the most helpful. And then you can always talk to cities who have carried out those assessments to understand their experience. So for us, it was really helpful to start with the Making Cities Resilient, and we still use that, and then progress through to the 100 Resilient Cities or Global Resilient Cities tools. But other cities may find it helpful to approach this a different way, and certainly not every city has followed that path. Je vous encourage aussi, si vous n'aviez pas vu le message précédent, à regarder la publication de Maria Adriana Cardozo, qui fait aussi une classification de ces outils diagnostiques. Donc sur un tout autre sujet, Philippine, est-ce que tu as encore en tête la question de Youssef, malgré mes interruptions? Oui, c'est bon. La première question, c'était sur l'indicateur haute valeur naturelle. En effet, je suis passée rapidement dessus, mais du coup, cet indicateur, il est seulement utilisé pour la composante du système alimentaire, mode de production. Donc, cet indicateur, il n'est pas utilisé pour l'ensemble du système alimentaire, et c'est vraiment bien seulement le mode de production. Les deux autres composantes qu'on a aujourd'hui développées, c'était la population agricole. Donc là, on se base sur les données de l'Agreste et sur d'autres données que je n'ai plus en tête. Moi, je n'ai pas participé précisément au développement de cet outil, donc je ne connais pas en détail les indicateurs sur lesquels on se base. Et voilà. Et ensuite, l'autre composante
que j'ai présentée, c'était celle sur le foncier agricole. Du coup, là, on se base sur des données de l'artificialisation des terres, notamment. Voilà, du coup, j'espère que j'ai répondu à votre question sur ce point-là. Et la deuxième question, c'est la question de la géographie. C'est vrai que là, j'ai pas pu l'aborder également dans la présentation, mais en effet, c'est quelque chose qu'on travaille. Actuellement, en fait, il est possible de rentrer sa commune et de passer ensuite à différentes échelles de son territoire. Donc, on peut passer du coup, de la commune au territoire, enfin, à l'agglomération, puis au département. Donc pour essayer de comparer où est-ce qu'on se situe en fait par rapport à sa zone géographique. Après on réfléchit à peut-être aller encore plus loin et peut-être changer justement cette pondération par rapport à la moyenne française et de pouvoir en fait avoir une valeur du coup plutôt par rapport à la moyenne d'une aire géographique. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on travaille pour avoir un regard différent et pas se comparer seulement sa commune avec la moyenne française, mais comparer, avoir plus de mobilité en fait dans les comparaisons. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions et en fait là pour le moment, on est vraiment encore dans la phase de développement. Donc c'est la même, en tout cas l'interface que je vous ai présentée, elle n'est pas du tout finale. On espère arriver à un outil qui soit un peu plus, peut-être encore plus percutant visuellement et au niveau des informations. Et c'est les retours qu'on va commencer à avoir là prochainement qui vont nous permettre d'affiner l'outil. Il y avait la question pour Nicolas par rapport à la vulnérabilité, la résilience et une question subsidiaire aussi éventuellement sur la santé environnementale et la résilience. Mais rapidement, oui. Je pense. Ben, effectivement, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt votre propos sur la vulnérabilité et souvent, on voit qu'il y a des diagnostics ou des réponses de vulnérabilité technique qui ont été faits par rapport à tel ou tel sujet monosectoriel. L'approche qui est retenue et qu'on met en avant systématiquement au niveau de Green Cross, c'est de faire un certain nombre de stress tests qui correspondent à des situations réelles. Et ça vient d'un retour d'expérience où en 2015, Green Cross a participé au post-catastrophe sur le cyclone Pam au Vanuatu. Et à l'époque, on s'était aperçu que sur un bassin de 300 000 habitants, il y avait eu moins de 10 morts sur le cyclone, mais que par contre, le pays a mis plus de 6 mois à se mettre en place. Et de manière très synthétique, même s'il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, pour l'identification des vulnérabilités, je pense que les approches de vulnérabilité technique ou monosectorielle ne suffisent pas. On s'en est rendu compte sur les sujets Covid, on s'en rend compte sur tous les sujets de santé environnementale et on s'en rend compte d'une manière plus théorique sur tous les sujets où les situations futures ne présagent pas des performances pensées, c'est-à-dire qui ne sont pas sur des modèles linéaires, mais sur lesquels il y a un certain nombre de ruptures. On a eu par exemple des situations critiques d'approvisionnement électrique au niveau territorial sur des centrales nucléaires qui étaient tout simplement liées pendant la période Covid-19 au fait qu'on n'avait pas les salariés en nombre suffisant pour se rendre sur les sites ou pas les bonnes personnes. Typiquement, on est à la limite des cas anticipés et reçus. Et construire la résilience va nécessiter aussi une approche vraisemblablement extrêmement priorisée, étape après étape, et j'en reviens sur le propos de Cathy, qui ne marche que si les villes sont en réseau et se structurent les unes avec les autres. Un cas très intéressant par rapport à celui-ci est ce qui se passe au Texas. Le Texas connaît à peu près tous les 50 ans des phénomènes climatiques majeurs qui font que les villes doivent complètement se reconstruire, se réinventer ou se positionner. C'est arrivé à Houston, c'est arrivé à Austin, c'est arrivé à Dallas et à Fort Worth. Ils ont su mettre en place un réseau qui est partagé d'ailleurs au-delà des alternances politiques sur le continent nord-américain et qui a essaimé beaucoup plus loin et à construire comme ça des éléments de socle théorique sur l'évaluation de la résilience qui sont intéressants. L'approche sud-américaine de la résilience reste encore différente, peut-être plus axée sur l'humain et sur l'informel. Et on voit arriver
Par contre, du côté de Nairobi et du côté des instances onusiennes, mais aussi du côté des villes africaines, une approche des villes africaines de la résilience qui me semble particulièrement intéressante. Ce qui est difficile et l'un des critères de succès universels qu'on voit pour construire la résilience, c'est d'avoir bien travaillé les cas de vulnérabilité et de regarder comment est-ce qu'on construit les choses les uns après les autres. Par exemple, à Fidji, en pleine épreuve de Covid et alors que les transports internationaux étaient complètement bloqués, les 9 et 10 avril de cette année, il y a eu un cyclone de catégorie 5, un peu moins de 300 km/h, le même type de cyclone que le cyclone Pam au Vanuatu en 2015. Il y a eu très peu de morts et la reconstruction a eu lieu en moins de 15 jours, simplement parce que les autorités fidjiennes étaient très affûtées dans les alertes pré-catastrophes et la capacité à retravailler en amont et à compter sur leurs propres forces territoriales, mais aussi parce que les villes moyennes du Pacifique s'étaient constituées en réseau avec les petits États pour savoir comment faire. Et là-dessus, on a des enseignements très intéressants à partager désormais. Merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant. On pourrait continuer des heures, mais le temps nous presse et nous allons bientôt écouter l'intervention de Dominique Méda. Mais j'aurais voulu tirer parmi les nombreux enseignements de ce que vous nous avez dit, un ou deux points qui me paraissent importants. Dans ce que vous avez décrit, on voit une approche de la résilience et de la construction des indicateurs qui est plutôt la mise en place de systèmes d'exploration, de dialogue, de partage, de checklist, de processus d'analyse et de diagnostic, beaucoup plus qu'un fonctionnement par objectif et par projet. Alors, il se trouve que au cours des dernières décennies, d'un point de vue organisationnel, on a été amené de plus en plus, et pour des raisons qui seraient trop longues de développer ici, à adopter systématiquement une approche par projet, c'est-à-dire que quand on a un problème, on le découpe en petits morceaux, et pour chacun, on met en place une task force, des budgets, des délais, des objectifs. Et il semble que c'est pas du tout ce qui marche dans le domaine de la résilience, parce qu'on a affaire à des systèmes complexes, interdépendants et qui nécessitent de la durée. Et donc, contrairement à cette espèce d'approche par défaut qui nous amène à construire des projets à chaque fois pour résoudre des problèmes, il faudrait mieux mettre ici en place des processus qui sont des processus de long terme qui permettent de la continuité, notamment en matière politique, de la flexibilité et donc de revenir finalement en arrière sur ce qu'est notre méthode de gestion on va dire de l'économie, de la politique, qui était une gestion par processus avec des gens spécialisés qui s'occupent sur le long terme de ces questions-là, plutôt qu'une approche par projet qui est, on va dire, facile à gérer d'un point de vue budgétaire, organisationnel et politique, mais qui semble beaucoup moins adaptée à la question de la résilience que les approches par projet. Est-ce que je surinterprète ce que vous dites ou est-ce que ça fait du sens pour vous? Je vois complètement du petit lait, personnellement, parce que cette idée qui, au-delà du mot de transversalité systémique, est aussi une forme d'indiscipline, au fait qui exprime qu'il n'y ait pas de discipline de rattachement, mais bien qu'on regarde les choses d'une manière la plus large possible, et que dans la nécessité systémique d'englober le sujet, l'interaction avec le public, tout comme la procédure modeste de se dire on procède étape après étape et on apprend en marchant, mais on ne sait pas tout, notamment en période de catastrophe majeure, est absolument essentielle. Merci. Philippine Oukati, si vous avez un commentaire, c'est le moment, puisque nous allons ensuite passer à l'intervention de Dominique Méda. Oui, du coup, moi, je me retrouve tout à fait dans ce que vous énonciez là. Enfin, je n'ai pas de rebond particulier à ajouter à ça. Je pense que ça résume très bien, en tout cas, la démarche qu'on a avec les greniers d'abondance et aussi, du coup, les démarches que j'ai pu entendre des autres présentations. Bien, je vois que Cathy approuve, donc je vais vous remercier encore une fois et nous allons maintenant passer à